Chers auditeurs, bonjour. Je vous invite à prêter une oreille attentive à l'histoire d'aujourd'hui. Mon mari avait invité 15 de ses collègues à la maison, et pour tout budget, il m'a lancé un billet de 20 €. Un instant plus tard, en voyant la table que j'avais dressée, son visage est devenu blême, vidé de tout son sang. Il était 19 heures quand j'ai garé ma vieille Twingo dans la ruelle étroite. L'épuisement de 8 heures passées debout à travailler à la caisse d'un supermarché pesait sur moi comme une lourde armure. Mon dos me faisait un mal de chien et mes mollets étaient enflés. Je n'aspirais qu'à m'effondrer sur mon lit, mais je savais que ma véritable journée de travail ne faisait que commencer. Avant même que je puisse composer le code sur la serrure de la porte d'entrée, la voix de stentor de mon mari, Julien, résonnait déjà de l'intérieur. Il était toujours comme ça. Au téléphone, on aurait dit qu'il hurlait à la face du monde, comme si tout le quartier devait savoir à quel point il était un homme important et occupé. Oui, monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas. Ce projet, je le maîtrise sur le bout des doigts. Ces points-là, un mot de ma part et c'est réglé. Oui. Demain soir? Bien sûr. Demain soir, j'accueillerai mes collègues chez moi pour un bon repas fait maison. Ce sera simple, mais je vous promets une table remplie de plats délicieux. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Julien avachi sur le canapé en tissu délavé, les jambes croisées. Il tenait son portable dans une main et une cigarette dans l'autre, qu'il agitait dans le vide. Bien qu'il fût en tenue décontractée, une opulente odeur de parfum de luxe flottait dans l'air, un parfum étranger qui détonnait complètement avec notre petit appartement étroit et en désordre. Me voyant entrer, Julien m'a à peine jeté un regard, continuant sa conversation d'une voix encore plus forte, comme pour m'impressionner. Je n'ai rien dit. J'étais habituée. Depuis 5 ans, dans cette maison, j'étais une ombre. J'ai retiré en silence mes chaussures usées et, mon sac de course à la main, je me suis dirigée vers la chambre. Une odeur de renfermé, typique des vieux immeubles, s'échappait de la petite pièce. Je me suis empressée d'enlever mon uniforme bleu ciel de supermarché, usé et déformé, un mélange d'odeurs de fibres de polyester, de sueur et l'odeur âcre des rayons boucherie et surgelés m'a donné la nausée. J'ai enfilé un t-shirt distendu et un pantalon taché de graisse. J'ai senti la fatigue tenace imprégnée dans mon uniforme et l'odeur de mon esprit d'économie obsessionnelle. Même lavé tous les jours, l'uniforme ne retrouverait jamais sa fraîcheur. Un peu comme ma vie. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais à peine 30 ans, mais sans même avoir le temps de prendre soin de moi, mon visage était terne et cerné. Mes cheveux étaient attachés à la va-vite. Où était donc passée la jeune femme au sourire si éclatant d'autrefois? Dans le salon, la voix de Julien ne s'était toujours pas tue. Il se vantait d'avoir conclu un autre contrat, alors que je savais pertinemment qu'il n'était que chef d'un petit projet sans grand pouvoir. J'ai soupiré et me suis refait une queue de cheval plus présentable. Je devais aller à la cuisine. C'était l'heure où notre fils, Léo, devait avoir faim. Je suis sortie de la chambre. Il était temps pour moi d'endosser un autre rôle, celui de l'aide ménagère non rémunérée, pour son service du soir. Je suis entrée dans la cuisine aux carreaux jaunis et étroits. Au menu ce soir, encore une soupe de légumes et une omelette. En ouvrant le réfrigérateur, une faible lumière jaunâtre a éclairé un intérieur quasi vide. Il ne restait que 3 œufs, une moitié de courgettes achetées avant-hier, et quelques oignons qui commençaient à germer. Pas un seul morceau de viande. Je me suis souvenu que la nuit dernière, Julien avait dévoré le dernier reste de bœuf en daube que j'avais mis de côté pour Léo. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Le problème, c'était toujours l'argent. Nous étions le 15, le jour de paie était à peine passé de 2 semaines, et il me restait moins de 50 € en liquide dans mon portefeuille. Mon salaire de 1 500 € était automatiquement viré sur le compte du crédit de l'appartement dès son arrivée sur mon compte. J'ai commencé à calculer mentalement les dépenses fixes mensuelles. Les chiffres dansaient comme dans un terrible cauchemar. 2 000 € par mois pour le crédit de cet appartement, un achat que Julien avait fait sur un coup de tête il y a 3 ans pour frimer devant ses collègues. Un chef de projet se doit de vivre dans un endroit pareil, avait-il insisté. 800 € pour l'école maternelle privée de Léo. C'était aussi un caprice de Julien. Le fils du chef de projet ne peut pas aller à l'école du quartier, avait-il décrété. Il fallait qu'il aille dans une école internationale pour se faire des relations et assurer son avenir. Je pensais que l'école publique près de la maison était très bien, mais je n'ai pas pu le faire changer d'avis. 400 € envoyés à la campagne pour les médicaments pour le cœur et l'hypertension de ma belle-mère. Pour cet argent, je ne me suis jamais plainte une seule fois. Même si elle ne me considérait pas comme sa belle-fille,
C'était un devoir d'enfant. Ces 3 postes à eux seuls totalisaient 3 200 €. Si l'on ajoutait mon salaire de 1 500 € aux 4 000 € que Julien se vantait de gagner, notre revenu total était de 5 500 €. Après avoir déduit les 3 200 €, il nous restait 2 100 € pour vivre tout le mois. Les courses, les factures d'électricité et de gaz, les frais de transport, les dépenses pour les mariages et les enterrements, et une myriade d'autres petites dépenses. Mais chaque mois, aux alentours du 15 ou du 16, les comptes étaient à sec. Où était passé l'argent? Dans les bouteilles de whisky que Julien achetait pour recevoir ses invités, dans les vêtements de marque qu'il s'offrait pour être à la hauteur de son poste, dans les cigarettes chères qu'il fumait chaque jour, et dans les innombrables soirées arrosées qu'il organisait à la maison pour, disait-il, entretenir son réseau. J'ai regardé les 3 œufs dans ma main. Ce soir, mon fils et moi allions manger une soupe de légumes clairs et une omelette. Et Julien allait encore se plaindre. Comment veux-tu que j'accomplisse de grandes choses en mangeant ça? La pression financière m'étouffait. J'avais l'impression d'être une funambule. Le moindre coup de vent pouvait me faire perdre l'équilibre et me précipiter dans l'abîme. Mes mains tremblaient en cassant les œufs dans un bol. Comment allais-je faire? Il fallait bientôt payer les frais de scolarité et l'argent n'était pas là. Je n'osais même pas demander à Julien. Chaque fois que je le faisais, il se mettait en colère. Vous, les femmes, vous ne pensez qu'à l'argent. Je suis sur le point de réaliser de grandes choses et tu me freines. Je ne savais pas quelles étaient ces grandes choses. Les seules petites choses que je connaissais, c'était que mon enfant ne devait pas avoir faim ce soir et que la banque ne devait pas m'appeler ce mois-ci pour un retard de paiement. Le crépitement de l'ail dans la poêle m'a tiré de ma rêverie. L'odeur de l'omelette se répandait, mais je n'avais pas faim. Cela me rappelait simplement les innombrables repas fatigants et coûteux du passé. Nous étions mariés depuis 5 ans. 5 ans, ce n'est pas long, mais c'était suffisant pour comprendre Julien jusqu'à la moelle. C'était un homme compétent, je ne le nie pas. D'ingénieur ordinaire, il était passé chef de projet avec un salaire de 4 000 €. Pour beaucoup, c'était une réussite. Mais pour Julien, le succès n'était pas quelque chose dont on profitait, mais quelque chose qu'on exhibait. Dès l'instant où il a été promu, ma vie a changé. Notre foyer autrefois chaleureux est devenu un restaurant gratuit. Son credo était l'entretien du réseau. Et selon lui, la méthode la plus efficace pour entretenir son réseau était d'inviter ses collègues ou ses clients à la maison pour leur servir un repas préparé par sa femme. C'était, disait-il, la meilleure façon de montrer sa sincérité et de se vanter d'avoir une femme dévouée et excellente maîtresse de maison. Au début, j'ai essayé de lui plaire. Je pensais que si ma fatigue pouvait contribuer à la réussite de mon mari, cela en valait la peine. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Chérie, ce soir, quelques investisseurs viennent à la maison. Juste 6 personnes. Prépare-nous vite quelques amuse-gueules. Ce genre d'appel arrivait généralement à 6 heures, alors que j'étais en plein rush au supermarché. 6 personnes, quelques amuse-gueules. Je devais quitter mon travail en catastrophe, courir au marché et, avec un budget serré, réfléchir à un menu qui sauverait les apparences pour mon mari. Et moi, avec mon tablier taché de graisse, je devais préparer au moins 5 ou 6 plats. Bœuf bourguignon, poisson en papillotes, crevettes à l'ail, quiche lorraine, sans oublier une soupe et une salade. Je luttais seule dans la cuisine, en sueur. Pendant ce temps, dans le salon, Julien et ses amis trinquaient, riaient et parlaient fort. La femme de Julien est vraiment une perle, la meilleure. Quand j'apportais le dernier plat, ils avaient déjà presque fini de manger. Avant même que je puisse m'asseoir, Julien criait « Chérie, apporte une autre bouteille de vin. Et il n'y a plus de glaçons. Descends à l'épicerie en bas en chercher. » Et quand la fête était finie et que les invités éméchés rentraient chez eux, ce qui restait pour moi était un champ de bataille. Bouteilles de bière, de vin, mégots de cigarettes jonchaient le sol, et l'évier débordait de vaisselle. Julien, lui, ronflait déjà sur le canapé. Je devais encore, seule, nettoyer la maison jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. À chaque fois, en regardant mon mari endormi, je me demandais « Suis-je sa femme ou son aide ménagère non rémunérée ?» J'ai essayé de lui en parler, de lui dire que nous n'avions pas les moyens, que j'étais trop fatiguée, mais Julien ignorait mes paroles. « Qu'est-ce que tu y connais, toi, une femme? Le réseau, c'est de l'argent. Tu sais combien vaut ce contrat? Si M. Durand et M. Martin disent oui,
On gagnera des centaines de fois le prix de ce repas. Arrête d'être aussi mesquine. Mesquine, moi? Moi qui économisais sur chaque gramme de viande pour le bien de ce foyer, il me traitait de mesquine. J'ai retourné l'omelette. Elle était bien dorée. J'ai éteint le feu. C'est à ce moment-là que la voix de Julien dans le salon s'est tue. Son long et interminable appel de vantardise était enfin terminé. J'ai eu un mauvais pressentiment. L'intuition d'une femme qui avait supporté les innombrables soirées, réseau de son mari. Julien est entré dans la cuisine. Son visage était anormalement rouge. Il n'a même pas regardé l'omelette sur la table, ni la casserole de soupe. Il s'est frotté les mains et a dit d'une voix excitée « Sophie, prépare-toi mentalement. L'occasion de notre vie vient de se présenter. L'odeur appétissante des œufs et de l'ail est soudainement devenue écœurante. J'ai froncé les sourcils et posé ma spatule. Les occasions de la vie, de Julien, avaient toujours été synonymes de mon épuisement physique. Je me suis retournée vers lui et j'ai demandé d'une voix sèche « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Une grosse affaire. Une très grosse affaire, a-t-il dit en claquant des doigts, comme s'il venait de gagner au loto. Tu connais le nouveau vice-président qui vient d'arriver du siège de Paris, Monsieur Dubois? La rumeur dit qu'il va superviser toute la branche sud. J'ai hoché la tête en silence. J'avais vaguement entendu les commérages de mes collègues à la caisse. Un grand patron était arrivé, et même le directeur de notre supermarché s'était précipité pour le saluer. Mais quel était le rapport avec mon dîner? Voyant mon manque de réaction, Julien s'est approché, a collé son visage au mien et a murmuré, comme pour me confier un grand secret. « Je viens de l'inviter à dîner chez nous demain soir. » J'ai sursauté. J'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais à la main. Heureusement, elle est tombée sur un bac en plastique rempli de légumes et ne s'est pas cassée. Je me suis retournée et j'ai regardé Julien avec des yeux ronds. « Quoi? Tu as invité ce grand patron chez nous? »« Eh oui, ton mari est fort, n'est-ce pas ?» a-t-il dit en se bombant le torse. Tous les gars de mon service meurent d'envie de l'inviter à dîner, mais ils se sont tous fait rembarrer. Moi, en un appel de 15 minutes, j'ai eu son accord. C'est une chance tombée du ciel. Si j'arrive à me faire bien voir de Monsieur Dubois, le poste de directeur de l'équipe technique est à moi, c'est sûr. Ma tête tournait. Je me fichais de son poste de directeur. Une vérité bien plus terrible se dessinait peu à peu. « Tu as invité combien de personnes ?» Ma voix commençait à trembler. Julien a fait un geste de la main, comme si de rien n'était. « Le vice-président ne va pas venir seul. Il serait mal à l'aise. Le directeur des ressources humaines, le directeur financier et quelques membres clés de mon équipe. En nous comptant, on sera environ 15. 15. Le chiffre m'a frappé comme une masse de plomb. 15 personnes. Dans ce petit appartement, à cette petite table où même 4 personnes sont à l'étroit, comment allais-je faire asseoir 15 personnes? Où trouver les assiettes et les couverts? Et où trouver les sièges? Et le plus important, avec quel argent préparer à manger pour 15 bouches? Ma poitrine s'est serrée, j'avais du mal à respirer. D'habitude, même pour 5 ou 6 invités, je devais me donner à fond. Maintenant, c'était 15. Et en plus, le nouveau vice-président. « Tu es fou, Julien !» Pour la première fois depuis des années, j'ai crié. « 15 personnes? Où vas-tu les faire asseoir? Comment veux-tu que je cuisine? Tu ne sais pas que je travaille toute la journée demain? » Mon cri a fait sursauter Julien un instant, mais il a vite froncé les sourcils. Son expression excitée a disparu, remplacée par son irritation habituelle. « Baisse la voix, tu cries pour un rien, tu es ma femme. Devoir accueillir mes invités à la maison devrait être un honneur pour toi. Demain, tu n'as qu'à prendre un jour de congé. Ce n'est pas la mer à boire. Si la maison est petite, on loue une table et des chaises. Pourquoi tu te fais du souci pour des broutilles? » Il parlait si facilement. Comme si prendre un jour de congé ne réduisait pas mon salaire. Comme si les tables et les chaises allaient se louer, se transporter et s'installer toutes seules. C'était mon travail, pas le sien. Julien, lisant la rébellion dans mes yeux, a adouci sa voix et m'a tapoté l'épaule. « Chérie, je suis désolée. Juste un jour d'effort, s'il te plaît. Mon avenir, l'avenir de notre famille, tout dépend du dîner de demain soir. Si tu m'aides cette fois, je te le revaudrai, c'est promis. Encore une promesse. » Combien de fois avais-je entendu « je te le revaudrai » au cours des 5 dernières années? Mais à chaque fois que je cédais et que je me sacrifiais, Julien s'enfonçait plus profondément dans le marécage de sa vanité, et le fardeau sur mes épaules s'alourdissait. J'ai regardé Julien, en voyant l'excitation feinte sur son visage, j'ai su que je ne pouvais pas refuser.
Pas parce que je croyais à sa promesse, mais parce que si je refusais, il allait encore crier, insulter et casser des objets. Je n'avais plus la force de me battre, mais il y avait un problème plus grand que la fatigue. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher ma voix de trembler de colère et d'impuissance. Il était temps de l'affronter de front. La seule façon de calmer l'euphorie de Julien était de le confronter à la dure réalité. « Julien », dis-je d'une voix effroyablement calme, 15 personnes et que des hauts placés. D'accord. Demain, je prendrai mon jour de congé, je ferai le ménage, je louerai une table et des chaises. Mais il y a une chose que je ne peux pas régler. Julien a haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? L'argent. J'ai articulé chaque syllabe. L'argent pour les courses. Le visage de Julien s'est durci. Il détestait particulièrement ce mot, surtout sortant de ma bouche. Réfléchis-y, ai-je commencé à énumérer, la tête étrangement claire. Pour recevoir le vice-président, on ne peut pas faire un simple apéritif. Il faut un vrai plat principal. Faisons un calcul rapide. Un beau poulet rôti, des crevettes à la persillade, un filet de bar au four et un bœuf bourguignon. Il faut aussi une quiche, une salade composée, au moins 4 plats et une soupe, et des fruits pour le dessert. Je me suis arrêtée un instant, observant le visage de Julien qui s'assombrissait. Puis j'ai continué. Et le plus important, c'est le vin. Le plus important, c'est le vin. Un haut placé vient, on ne peut pas servir du vin de table. Il faut du bon vin, ou au moins du whisky. Pour une quinzaine d'hommes, imagine ce que ça va coûter. J'ai calculé mentalement. Le poulet, les crevettes, le poisson, les légumes, les assaisonnements, rien que ça coûterait au moins 150 €. Avec l'alcool et les fruits, même 300 € pourraient ne pas suffire. Il faut au moins 300 €. J'ai conclu. Et ça, c'est en calculant au plus juste et en partant du principe que je fais tout moi-même. Donne-moi 300 €. Demain matin, j'irai faire les courses. Julien est resté silencieux. Il n'a pas crié tout de suite, comme je le pensais. Il m'a dévisagé, comme pour me transpercer du regard. Ce silence était plus effrayant que des injures. J'ai su que j'avais touché juste. Le portefeuille vide. 300 €. Finalement, il a parlé, la voix basse et rauque. « Tu te moques de moi? 300 € pour un repas? » « Je ne me moque pas, » ai-je répondu, en gardant difficilement mon calme. « Si tu veux sauver les apparences et avoir une promotion, il faut investir. Tu vas inviter le vice-président chez toi pour lui servir un repas de cantine? Et si les gens se moquent de toi? » Mes paroles ont jeté de l'huile sur le feu. « Qu'on se moque de moi » a-t-il grondé en me pointant du doigt. « C'est toi qui me fais honte. Je suis en train de préparer un grand coup. Et toi, ma propre femme, au lieu de trouver une solution, tu oses me demander de l'argent? Tu ne sais pas à quel point la situation de l'entreprise est difficile en ce moment? Le salaire n'est même pas encore tombé? » J'ai ricané. Encore cette rengaine sur la situation de l'entreprise. Si la situation était si difficile, comment pouvait-il s'acheter des cigarettes chères et frimer avec ses amis au café? Je n'ai pas de solution, ai-je dit fermement. Mon salaire de 1 500 € part directement pour le crédit de 2 000 €. En fait, chaque mois, je m'endette de 500 €. Les frais de scolarité de Léo, les médicaments de ta mère, c'est moi qui les couvre en empruntant à droite et à gauche. Tu sais combien il me reste sur mon compte en ce moment? J'ai sorti mon vieux portable et ouvert l'application de la banque. J'ai collé l'écran au visage de Julien. 153 €. C'est tout ce qu'il nous reste pour tenir jusqu'à la prochaine paie. Où veux-tu que je trouve 300 € pour organiser ta soirée? Julien a écarquillé les yeux en voyant le chiffre à l'écran. Puis il a repoussé violemment ma main, et le téléphone est tombé par terre. « Arrête de me mettre tes chiffres sous le nez », a-t-il crié. « Tu es une femme, tu es censée gérer le foyer avec parcimonie. Tu n'as personne à qui emprunter? Tes amies, elles font quoi? Et ta meilleure amie, Camille? Tu n'as qu'à lui demander de te prêter quelques sous? » Je suis restée figée sur place. J'ai cru avoir mal entendu. Cet homme demandait à sa femme d'emprunter de l'argent à son ami pour organiser une fête pour sa propre promotion. Son impudence a dépassé les limites de ma patience. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je demandé d'une voix glaciale. « Tu me demandes d'emprunter de l'argent à mon ami pour recevoir tes invités? Et alors, quel est le problème ?» a répondu Julien, sans la moindre honte, la tête haute. « Les amis, ça sert à quoi? À s'entraider dans les moments difficiles. Ou tu as honte devant ton ami?
C'est plus important que de voir ton mari se faire humilier devant ses supérieurs? J'ai regardé Julien, l'homme que j'avais autrefois aimé, le père de mon enfant. À cet instant, il m'était si étranger, si méprisable. Je n'emprunterai d'argent à personne, et je dis sèchement. C'est ta fête? Alors c'est à toi de trouver l'argent. Julien a levé la main, prêt à me frapper. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Au cours des 5 dernières années, il m'avait insulté et humilié, mais il ne m'avait jamais frappé. Sa main s'est arrêtée en l'air. Il a probablement eu peur que s'il me frappait, je fasse un scandale et que je gâche la fête de demain. Il a pris une profonde inspiration et a baissé la main. Très bien, Madame la Maline, a-t-il marmonné, le visage plein de rage. Tu ne peux pas te débrouiller. C'est ça? Il te faut de l'argent, c'est ça? D'accord, je vais t'en donner. Julien a fait demi-tour et est allé dans le salon. Il a fouillé dans sa mallette et a sorti son portefeuille. Il l'a retourné et l'a secoué. Quelques billets froissés sont tombés par terre, il s'est penché pour les ramasser et les a serrés dans sa main. Puis il est revenu dans la cuisine. J'étais toujours là, debout à côté de l'omelette refroidie. Julien s'est planté devant moi. Il a tendu son poing fermé, puis il l'a ouvert. 2 billets de 10 € froissés. 20 €? A dit Julien, la voix pleine de sarcasme. Ça te va? J'étais anéanti. J'ai regardé alternativement les 2 billets dans sa main et son visage. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? 20 €. C'est largement suffisant, a-t-il lancé. Arrête de réclamer tout le temps de la viande et du poisson cher. On reçoit les invités avec le cœur. Avec le cœur, tu comprends? Espèce d'incapable qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et qui empêche son mari d'avoir une promotion. Voilà. Je te donne exactement 20 €. Et il a jeté l'argent sur le plan de travail de la cuisine. Les 2 pauvres billets sont tombés à côté de la courgette que j'avais coupée pour la soupe. Débrouille-toi avec ça, a-t-il dit en me pointant à nouveau du doigt. Organise une fête pour 15 personnes avec 20 €. Si tu n'es même pas capable de faire ça, tu ne mérites pas d'être ma femme. Sur ces mots, il a tourné les talons. Il s'est dirigé droit vers la porte d'entrée, l'a claqué et est parti. J'ai entendu le bruit strident de son scooter démarrer, puis disparaître au bout de la ruelle. Il était probablement parti retrouver ses amis pour frimer ou se plaindre de sa femme désobéissante en buvant un verre. Je suis restée seule dans la cuisine. J'ai fixé les 2 billets de 10 € sur le plan de travail. C'était la plus grande humiliation que j'ai jamais subie. Un repas pour 15 personnes. 20 € pour la fête de promotion de mon mari. Les larmes ont commencé à couler, mais ce n'étaient pas les larmes tristes et faibles d'avant, c'étaient des larmes de colère. La colère refoulée des 5 dernières années bouillonnait en moi comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il avait raison. Débrouille-toi. J'ai regardé les 2 billets. D'une main tremblante de rage, je les ai saisis. Très bien. Puisque c'est ce que tu veux, je vais t'organiser une fête à 20 €. Une fête que tu n'oublieras jamais de ta vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit les yeux ouverts, à fixer les taches de moisissure au plafond. Julien n'est pas rentré. Il était sans doute en train de boire avec des amis ou de faire du réseautage. Il m'avait laissé seul avec le désordre qu'il avait créé. Léo dormait paisiblement à côté de moi. Voir mon enfant dormir me brisait le cœur. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Quel avenir aurait mon enfant avec un père pareil? À 4 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit noire, je me suis levée. Je n'ai pas appelé le supermarché pour dire que je prenais un jour de congé. J'avais pris ma décision. J'allais tout simplement démissionner. Je ne pouvais plus vivre cette vie un jour de plus. Mais avant de partir, je devais terminer la fête d'aujourd'hui. À 5 heures, je suis sortie de la maison. J'ai fourré dans ma poche les 2 billets de 10 € froissés que Julien m'avait jetés. Les 2 billets me brûlaient la poche comme des charbons ardents. Je me suis dirigée vers le marché matinal près de chez moi. Bien qu'il fasse encore sombre, le marché grouillait de vendeurs et d'acheteurs. Le bruit des couteaux sur les planches à découper, les négociations bruyantes, le son des scooters transportant des marchandises, tout se mélangeait à l'odeur âcre du poisson, à l'odeur fraîche des légumes et à l'odeur appétissante de la soupe chaude. Je marchais comme une somnambule, les 20 € à la main. Je suis passée devant le boucher. De belles pièces de porc étaient suspendues, appétissantes. Mademoiselle, achetez de la viande. Le rôti de porc est excellent aujourd'hui, à 18 € le kilo. Pour 15 personnes, il en aurait fallu au moins 2 ou 3 kilos. Plus de 50 €.
J'ai baissé la tête et continué mon chemin. Je suis passé devant le volailler. Des poulets fermiers, bien nettoyés, exhibaient leur peau jaune. Parfait pour un bon poulet rôti maison. 17 € la pièce. Un seul poulet n'aurait pas suffi. Il en aurait fallu au moins 2, soit plus de 30 €. Je n'ai même pas osé regarder et j'ai pressé le pas. Je suis passé devant le poissonnier. Des crevettes vivantes frétillaient et de gros bars battaient vigoureusement de la queue dans l'aquarium. Celle-ci, juste grillée à l'ail, c'est un délice. 35 € le kilo. Avec mes 20 €, je ne pouvais même pas en acheter un demi-kilo. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant les étals de légumes frais et de fruits parfumés. Tout au marché, chaque son, chaque couleur, semblait se moquer de moi. 20 €. Qu'est-ce que tu vas acheter avec 20 €? Avec quoi vas-tu recevoir 15 personnes? L'humiliation et l'impuissance me nouaient la gorge. Je me sentais si misérable. J'étais une femme, une mère, et maintenant j'étais incapable de préparer un repas décent. Pas parce que j'étais paresseuse ou stupide, mais parce que j'avais un mari horrible, obsédé par les apparences. Le chagrin que j'avais réprimé pendant des années a éclaté. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai couru derrière l'étal de légumes, dans un coin où les gens jetaient les feuilles de choux abîmées et les ordures. Je me suis effondrée là. J'ai caché mon visage dans mes mains et j'ai pleuré amèrement. J'ai pleuré ma stupidité d'avoir choisi Julien. J'ai pleuré mes 5 années de jeunesse gaspillées à me dévouer pour lui comme une esclave. J'ai pleuré pour mon fils qui devrait grandir en voyant sa mère se faire écraser par son père. Et j'ai pleuré l'humiliation d'aujourd'hui, avec ses 20 € en main, incapable de faire quoi que ce soit. Devais-je simplement rentrer à la maison? Ou devais-je encore serrer les dents, appeler mon amie Camille pour lui emprunter de l'argent et passer la nuit à cuisiner et à faire la vaisselle jusqu'à m'en casser le dos? Si je faisais ça, demain, Julien chercherait encore à satisfaire sa vanité sur le dos de ma sueur et de mes larmes. Non. Plus jamais. J'ai pleuré au milieu de l'odeur nauséabonde des ordures. J'avais l'impression que ma vie était dans une impasse. J'ai sorti mon téléphone. La seule personne sur qui je pouvais compter maintenant, c'était Camille. Ma meilleure amie. La seule qui comprenait ma situation et qui, à chaque fois que je me plaignais, me secouait en me disant de me ressaisir. J'ai composé son numéro. Après quelques sonneries, une voix endormie a répondu. « Allô? C'est qui? » Si tôt le matin. « Camille, c'est moi, Sophie. » Ma voix était cassée et pleine de sanglots. Un silence de l'autre côté du fil, puis la voix de Camille est devenue claire, complètement réveillée. « Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il t'a encore frappé? » Tomintan. À ces mots, j'ai éclaté en sanglots. Je lui ai tout raconté. Les 15 invités, le nouveau vice-président, ma demande de 300 €. Et finalement les 20 € que Julien m'avait jetés à la figure en me disant de me débrouiller. En sanglotant, j'ai dit que je pensais qu'elle allait me dire de supporter, comme toujours, au moins pour le bien de Léo. Mais je me trompais. Il y a eu un long silence. J'ai cru que la communication avait été coupée. « Camille, tu m'entends ?» À ce moment-là, la voix stridente de Camille a retenti dans le téléphone. Je ne l'avais jamais entendue aussi en colère. « Le salaud, il est complètement fou, ce type ?» « Sophie ?» J'étais surprise. « Qu'est-ce que tu attends pour pleurer ?» Camille a crié dans le téléphone, sa voix couvrant le bruit du marché. « Tu vas encore emprunter de l'argent pour lui faire à manger? Tu vas encore jouer les esclaves? Ressaisis-toi, Sophie. »« Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je reniflé. « Si je n'organise pas la fête, il va me tuer ce soir, et devant ses supérieurs. Tout le monde va se moquer de lui. »« Na, qu'il se moque? Bien fait pour lui, » a crié Camille. « Un type comme ça n'a pas d'honneur à perdre. Écoute-moi bien, n'emprunte pas un centime. Ne dépense pas un centime de plus de ton argent. Compris? Mice. Pas de mais, m'a coupé Camille. Dis-moi exactement combien il t'a donné. 20 €, ai-je répondu d'une voix à peine audible. Très bien. 20 €. La voix de Camille était dure comme de l'acier. Alors tu vas lui organiser une fête à 20 €. Il veut sauver les apparences? D'accord, sauve-les. Il veut recevoir ses supérieurs? D'accord, reçois-les. Je ne comprenais pas ce que Camille voulait dire. Recevoir avec 20 €? Avec quoi? Des nouilles instantanées, merde! A presque hurlé Camille. Tu en achètes exactement 15. Tu peux même prendre les plus chères. S'il te reste de l'argent, achète des saucisses bas de gamme. Rentre chez toi et prépare 15 bols de nouilles. Mets quelques rondelles de saucisses dans chaque bol. Et tu leur sers ça.
Voilà la fête à 20 € du chef de projet Julien. Tu dois lui donner une bonne leçon. Depuis des années, il te prend pour une moins que rien. Ce soir, c'est lui qui va se couvrir de ridicule devant ses collègues. Il faut lui faire passer cette habitude de traiter sa femme comme une serpillière. J'étais abasourdi. Des nouilles instantanées. Servir des nouilles instantanées au vice-président. C'était une idée si audacieuse, si folle. Je tremblais. Camille, j'ai peur. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, tout sera fini. Il risque de se faire virer. Notre famille. Famille? La voix de Camille était pleine de mépris. Tu appelles encore ça une famille? Une famille où tu t'échines à rembourser les dettes pendant que monsieur dépense sans compter pour frimer? Une famille où il te jette 20 € à la figure pour recevoir 15 personnes? Sophie, tu as assez supporté. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour Léo. Tu veux que ton fils voie toute sa vie sa mère se faire écraser par son père? Cette fois, montre-lui de quoi tu es capable. Au pire, vous divorcerez. Tu as tes bras et tes jambes, non? Tu as peur de ne pas pouvoir élever un enfant seul? Divorce. Le mot a parcouru mon échine comme un courant électrique. Les mots de Camille résonnaient dans ma tête. Au pire, vous divorcerez. Y avais-je déjà pensé? Oui. Très souvent. Au milieu de la nuit, quand je nettoyais seul le champ de bataille laissé par Julien, quand je devais emprunter de l'argent pour les frais de scolarité de mon fils. À chaque fois qu'il m'humiliait, le mot « divorce » me venait à l'esprit. Mais j'effaçais aussitôt cette pensée, à cause de l'enfant, et par peur. Peur du choc pour mes parents à la campagne, peur du jugement des autres, peur de ne pas m'en sortir seule avec un enfant. Mais aujourd'hui, les mots de Camille et l'humiliation des 20 € m'ont poussé au-delà de la frontière de la peur. Oui, Camille avait raison. J'avais assez supporté. Pendant 5 ans, j'avais vécu comme une ombre. J'avais fait des efforts pour préserver ce que Julien appelait une famille. Mais en réalité, ce n'était qu'une prison qui m'enfermait. Il ne m'avait jamais respecté. Il considérait mes sacrifices comme un dû. Si aujourd'hui je cédais, j'emprunterais encore de l'argent et je cuisinerais. Julien sauverait encore les apparences. Et demain, ou après-demain, il y aurait une autre fête pour 15 ou 20 personnes, et il me jetterait à nouveau de l'argent à la figure. Ma vie ne sortirait jamais de ce cycle de servitude et de mépris. Non, je ne pouvais pas laisser mon fils grandir dans un tel environnement. L'hésitation dans mon cœur a disparu. La peur que Julien me frappe et m'insulte n'était rien comparé à la rage qui brûlait dans ma poitrine. Je me suis relevée. J'ai essuyé mes larmes. Je n'étais plus la misérable Sophie qui pleurait dans un coin du marché. Un calme glacial s'est emparé de moi. J'ai regardé les 2 billets de 10 € dans ma main. Ils ne me semblaient plus humiliants. C'étaient mes armes. Je suis sortie du marché. Je n'ai rien acheté. Je me suis dirigée vers le supermarché de l'autre côté de la rue. Ironiquement, c'était là où je travaillais. L'endroit même où j'avais pris un congé non payé aujourd'hui. En entrant, mes collègues ont été surpris de me voir, mais je n'étais pas d'humeur à saluer. J'ai poussé un caddie et je suis allée directement au rayon des nouilles instantanées. J'ai examiné toutes sortes de nouilles, des moins chères aux plus chères. J'ai pris 15 paquets de nouilles. Les nouilles au bœuf premium les plus chères du supermarché. 1. 50 € le paquet. Total. 22. 50 €. Je me suis arrêtée. Cela dépassait les 20 € de Julien. Je ne pouvais pas ajouter un seul centime de mon argent. J'ai reposé les 15 paquets de nouilles chères. J'ai tendu la main vers les nouilles piquantes bien connues. 70 centimes le paquet. 15 paquets. 10, 50 €. Il me restait 9, 50 €. J'ai poussé le caddie jusqu'au rayon surgelé. J'ai regardé les saucisses. J'ai choisi les moins chères. Celles dont l'ingrédient principal était la farine et les arômes, celles que je n'achèterais jamais pour Léo. 3 € le paquet. J'en ai pris 2. 6 €. Total, 6, 50 €. Il me restait 3, 50 €. Je suis allée au rayon légumes. J'ai acheté une botte de ciboule pour 1 €. Total, 17, 50 €. Il me restait 2, 50 €. J'ai mis cet argent dans ma poche. C'était mon salaire pour le travail accompli. J'ai poussé le caddie jusqu'à la caisse. C'était ma chef d'équipe qui était de service. « Oh, Sophie, je croyais que tu étais en congé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai hoché la tête en esquissant un sourire forcé. « Oui, Madame Martin, j'ai un petit truc à régler à la maison. Je prends juste de quoi manger rapidement. » Madame Martin a jeté un œil dans mon caddie. 15 paquets de nouilles, 2 paquets de saucisses,
Une botte de ciboule. Elle a froncé les sourcils, l'air curieux. Elle a dû trouver étrange ce que j'allais bien pouvoir cuisiner, mais elle n'a rien demandé. J'ai payé 17,50 €. Je suis sortie du supermarché avec mon sac en plastique. Le sac était léger, mais mon cœur était lourd d'une détermination de fer. Je rentrais à la maison pour faire exactement ce que Julien avait dit. Une fête où le cœur était le plus important. Une fête à 20 €. En arrivant à la maison, il était presque 9 heures. La maison était vide. Julien n'était toujours pas rentré. Tant mieux. Je ne voulais pas voir son visage maintenant. J'ai caché le sac en plastique dans un placard au fond de la cuisine. Je ne voulais pas que Julien le voie. Pas par peur. Je voulais lui réserver la surprise jusqu'au dernier moment. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Camille. « Camille, est-ce que je peux te confier Léo ce soir ?» J'ai dit à Julien que comme on a une fête à la maison, Léo risquait de déranger. « Hosing. Bien sûr, amène-le. Je le garderai. Toi, suis ton plan. Sophie, ne flanche pas. Si tu ne le fais pas cette fois, ta vie est fichue. » La voix de Camille était toujours aussi ferme. En raccrochant, je me suis sentie plus légère. Au moins, Léo n'assisterait pas à la scène horrible qui allait se produire. Je me suis dépêchée de préparer une bouillie d'œufs pour mon fils et j'ai fait son sac à dos. Je prévoyais de l'emmener chez Camille vers midi, puis j'ai commencé le ménage. Je bougeais comme une machine. Pas comme une femme qui accueille les invités de son mari, mais comme quelqu'un qui nettoie la scène d'un crime qui va changer sa vie. J'ai nettoyé la salle de bain encrassée, balayé le sol poussiéreux et essuyé la table grasse. Cette maison était trop petite pour 15 personnes. Le salon ne faisait qu'à peine 15 mètres carrés. Une fois le canapé et la table basse en place, il était plein. La table à manger était pour 4 personnes. Je devais emprunter du matériel. J'ai frappé à la porte du voisin d'à côté. Monsieur Bernard, le président du syndic de l'immeuble, était un homme sympathique. « Monsieur Bernard, j'ai des invités ce soir à la maison. Est-ce que je pourrais vous emprunter une dizaine de chaises en plastique et une table pliante ?» Monsieur Bernard m'a regardé en souriant. « Ah, Sophie, encore des invités. Des invités de marque, on dirait. C'est dans le local à vélo? Servez-vous. » En silence, j'ai transporté chez moi 10 chaises en plastique de toutes les couleurs et 2 tables pliantes en inox. Dépliées au milieu du salon, elles donnaient l'impression d'une terrasse de guinguettes de rue. Alors que je peinais à déplacer les tables, Julien est rentré. Il est entré en empestant l'alcool de la veille, mais il avait l'air de très bonne humeur. Il avait probablement passé la nuit à se vanter auprès de ses amis d'avoir invité le vice-président chez lui. En voyant les tables et les chaises en désordre, Julien a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fabriques ? On dirait une veillée funèbre. Si on ne fait pas comme ça, où est-ce que 15 personnes vont s'asseoir ?» ai-je répondu d'une voix sans émotion. Julien a jeté un coup d'œil à la cuisine. Il n'y avait ni montagne de viande ou de poisson, ni moi en train de cuisiner frénétiquement. Il ne voyait que moi, en train de nettoyer les tables, dans une cuisine impeccable. Il a levé le menton et a demandé « Et la nourriture? Tu as fait les courses? » « Tout est prêt, ai-je répondu calmement. « Toi, va préparer ton costume et ta cravate. Ne t'inquiète pas. » En entendant mes paroles, le visage de Julien s'est immédiatement détendu. Il a dû penser que j'avais repris mes esprits et que j'avais emprunté de l'argent à Camille. Il a souri avec satisfaction. « Tu vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Un couple, ça doit s'entraider dans les moments difficiles. Fais-nous un festin mémorable. Si cette affaire marche, je t'achèterai un nouveau sac à main. » Je n'ai rien dit, continuant à essuyer la table en inox. Je n'avais pas besoin d'un nouveau sac à main. Ce dont j'avais besoin, c'était de liberté. Julien, sans le moindre soupçon, est entré dans la chambre en sifflotant. Un instant plus tard, je l'ai entendu sortir ses vêtements. Il a sorti son unique costume, celui qu'il avait fait faire pour notre mariage il y a 5 ans, et l'a repassé. Il a sorti ses chaussures vernies et les a cirées. Il a choisi la cravate bordeaux qu'il jugeait la plus chic. En voyant son apparence soignée, j'ai ressenti un mélange de mépris et de pitié. Il se préparait méticuleusement pour sa promotion. En silence, j'ai transporté chez moi 10 chaises en plastique de toutes les couleurs et 2 tables pliantes en inox. Dépliées au milieu du salon, elles donnaient l'impression d'une terrasse de guinguettes de rue. À 17 heures, j'ai emmené Léo chez Camille. L'enfant, sans comprendre, s'est accroché à mon cou et a demandé « Maman, tu ne dors pas avec Léo ce soir ?» J'ai embrassé sa joue. « Sois sage, mon chéri. Joue avec tata Camille. »
Il y a du travail à la maison ce soir. Dès que maman a fini, elle vient te chercher. Devant la porte, Camille m'a serré la main. Sophie, souviens-toi de ce que je t'ai dit, reste calme. S'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. La porte de ma maison sera toujours ouverte pour toi et ton fils. J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes. Je n'ai pas pu regarder mon enfant plus longtemps et je suis partie. Je suis rentrée à la maison à 18 heures. Julien avait déjà pris sa douche. Il dégageait une odeur de parfum si forte qu'elle en donnait mal à la tête. Il arpentait le salon en costume, attendant nerveusement les invités. « Alors, comment tu me trouves? Ça va? J'ai l'air d'un directeur ?» Je lui ai jeté un coup d'œil. « C'est bon. Mais toi, pourquoi tu ne t'es pas encore changé ?» a-t-il dit en fronçant les sourcils en voyant ma tenue. « Les invités vont bientôt arriver. Mets une jolie robe. Et la nourriture? Pourquoi la cuisine est si silencieuse? » J'ai dit que tout était prêt. Ai-je répété, toujours aussi calme. C'est un plat spécial. Il faut le préparer au dernier moment. Toi, va accueillir les invités. Julien semblait nerveux, mais devant mon attitude ferme, il n'a pas posé plus de questions. Il me faisait confiance. Il faisait confiance à la soumission inconditionnelle que je lui avais montrée pendant 5 ans. À 18h30, la sonnette a retenti. Julien s'est précipité vers la porte comme une flèche. « Ah, entrez! Entrez! Vous êtes en avance! » 4 hommes en chemise et pantalon de costume sont entrés. C'étaient les subordonnés de Julien. Ils avaient apporté une caisse de bière. « Madame, on est venu un peu en avance pour vous aider. On sait que vous devez être débordée. Madame Estou? Ma femme est dans la cuisine en train de préparer son plat secret, » a dit Julien en riant et en leur tapant sur l'épaule. « Vous, asseyez-vous et prenez un verre. Ce soir, ma femme va nous montrer tout son talent. Vous allez goûter à quelque chose de très spécial. » Les subordonnés ont regardé autour d'eux dans le salon. Ils ont vu les tables et les chaises qui ressemblaient à une installation de fête de village, mais personne n'a rien dit, et ils ont souri en disant « Patron, c'est chaleureux et convivial comme ça. C'est plus sympa d'être assis comme ça. » Le petit salon s'est vite rempli de monde. Les rires, les vantardises de Julien, les flatteries de ses subordonnés rendaient l'endroit bruyant. Je suis sortie de la cuisine avec une théière. « Bonjour, bienvenue. »« Ah, madame » a dit un jeune employé avec entrain. « Vous vous donnez beaucoup de mal. On a beaucoup entendu parler de vos talents de cuisinière, on va enfin pouvoir y goûter. » J'ai esquissé un léger sourire, et j'ai dit « Ce n'est rien, juste de la cuisine maison. » Je leur ai servi du thé, et je suis retournée dans la cuisine, en fermant légèrement la porte. Je ne voulais pas participer à la comédie de Julien. J'ai entendu Julien commencer à se vanter. « Vous savez, les gars, le projet B, c'est moi qui suis allée sur le terrain pour le régler. Ces sous-traitants, ils travaillent comme des pieds, je leur ai mis un bon coup de pression. » Des éclats de rire ont retenti. Ils encensaient Julien. Il planait dans l'illusion de son propre pouvoir. Et à 19h précises, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un son pressé, mais 2 coups clairs et distincts. Ding-dong. Le salon bruyant est devenu silencieux un instant. Julien a sursauté. Il a posé sa tasse de thé et a rajusté nerveusement sa cravate et ses cheveux. Le vice-président. « Monsieur le vice-président est arrivé ?» a-t-il chuchoté avant de se précipiter vers la porte. Julien s'est presque jeté sur la porte. Il l'a ouverte en grand et s'est incliné, sa voix devenue mielleuse et obséquieuse à en être écœurante. « Ah, monsieur le vice-président, soyez le bienvenu. C'est un immense honneur de vous recevoir dans un endroit si modeste. » Un homme d'une 50aine d'années est entré. Il était grand, portait des lunettes et une chemise blanche simple mais impeccablement repassée. Il avait l'air intelligent et digne. C'était lui, le nouveau vice-président venu du siège. 2 ou 3 autres hommes le suivaient. C'était probablement le directeur des ressources humaines et le directeur financier dont Julien avait parlé. Ils étaient tous habillés sobrement et avaient une expression polie mais formelle. L'atmosphère du salon a changé instantanément. Les subordonnés de Julien, qui parlaient fort un instant auparavant, se sont tous levés d'un bond et se sont inclinés d'un air solennel. « Bonsoir, monsieur le vice-président. » Le vice-président a légèrement hoché la tête. Il n'était ni trop amical, ni trop froid. Il a balayé du regard le salon étroit. Son regard s'est arrêté un instant sur la table en inox et les chaises en plastique de toutes les couleurs. C'était très bref, mais j'ai vu son front se plisser légèrement. « Asseyez-vous »
Je vous prie, a dit le vice-président d'une voix basse et claire. Julien s'est collé à lui pour le guider. Monsieur le vice-président, par ici. C'est la meilleure place. Il a désigné le seul canapé, sur lequel j'avais étendu un tissu propre. Le vice-président s'est assis, et Julien s'est assis, à côté de lui. Mais il n'occupait que la moitié du siège, le corps penché en avant, prêt à le servir à tout moment. Monsieur le vice-président, une tasse de thé? Ce thé est très rare. Un ami me l'a envoyé directement de la région 2. Julien a rempli la tasse d'une main tremblante. Merci. Le vice-président a pris la tasse mais n'a pas bu, la gardant simplement dans sa main. Il a regardé Julien droit dans les yeux. Monsieur Julien, je vous remercie de votre invitation à partager un repas chaleureux chez vous. Cependant, je tiens à être clair. Notre entreprise est en train de rétablir une certaine rigueur. Je n'encourage pas les dîners privés qui pourraient influencer le travail. Le sourire de Julien s'est figé. Oui, je sais, monsieur le vice-président. C'est juste un dîner amical entre nous. Il n'y a absolument aucune autre intention. C'est simplement pour que vous puissiez vous rapprocher un peu des équipes de notre branche et pour donner l'occasion à ma femme de vous montrer ses talents. Julien m'a encore mis en avant. Le vice-président a tourné la tête vers la cuisine. La porte de la cuisine était légèrement entr'ouverte. « Où est votre épouse ?» Julien s'est empressé de crier « Sophie, viens dire bonjour à monsieur le vice-président. » J'ai pris une profonde inspiration. C'était enfin mon tour. J'ai ouvert la porte de la cuisine et je suis sortie. J'étais toujours en tenue décontractée, mais propre. Mes cheveux étaient attachés avec soin. Je me suis tenue devant le vice-président et je me suis inclinée. Bonjour, je suis Sophie, la femme de Julien. Le vice-président m'a regardée. Il m'a scruté de la tête aux pieds. Son regard était indéchiffrable, mais perçant. Il a vu ma tenue simple, mes mains nues sans aucun bijou, et a légèrement hoché la tête. Bonjour, madame. Je suis désolée de vous déranger ce soir. Sa voix était très polie. Pas de souci, mettez-vous à l'aise. Je retourne préparer le dîner. Sur ces mots, je suis retournée directement dans la cuisine, et j'ai fermé la porte. J'ai entendu Julien s'empresser de s'excuser. Monsieur le vice-président, je suis désolée. Ma femme est un peu timide. Elle a passé sa vie à s'occuper de la maison. Attendez encore un peu, les plats délicieux vont bientôt arriver. Puis Julien a changé de sujet. Il a parlé de travail, des difficultés sur le terrain et de tous les efforts qu'il avait faits pour résoudre les problèmes du projet. Il parlait sans cesse, essayant de détendre l'atmosphère et de faire bonne impression sur son nouveau patron. J'ai un rapport à vous faire, monsieur le vice-président. Pour le projet X, les investisseurs étaient très exigeants, mais d'un simple coup de fil. L'ambiance dans le salon était bruyante. La voix de Julien était la plus forte, dominant toutes les autres. Certains acquiesçaient, d'autres buvaient leur thé en silence. Mais je savais qu'ils pensaient tous la même chose. Ils attendaient. Le plat secret de la femme du chef de projet Julien, le repas spécial. Et moi, j'étais dans la cuisine. Je regardais les 15 paquets de nouilles instantanées, les 2 paquets de saucisses et la botte de ciboule. Calmement, j'ai rempli une grande marmite d'eau et je l'ai mise sur le feu. Le temps passait lentement, lourdement. J'étais assise sur une petite chaise dans la cuisine. L'eau dans la marmite a commencé à bouillir. J'ai baissé le feu pour que l'eau continue de frémir. Je n'ai rien fait, je suis juste restée assise, à écouter. La voix tonitruante de Julien venant du salon. Monsieur le vice-président, ne vous inquiétez pas. Dès que je serai directeur, je mettrai de l'ordre dans l'équipe des approvisionnements. Je vous promets que pas un centime ne sera gaspillé. Il se nommait déjà lui-même directeur. J'ai entendu les rires et les approbations des autres. La caisse de bière qu'ils avaient apportée a été ouverte, et j'ai entendu le bruit des verres qui trinquent, au 19h30. Les sujets de conversation de Julien commençaient à s'épuiser. Après s'être vanté de ses projets, il est passé à ses relations sociales. Je connais bien M. Martin de la mairie. On est très proches, monsieur le vice-président. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un taper légèrement sur la table avec ses baguettes. C'était un petit bruit, mais dans cet espace rempli d'attente, il était très clair. 20. Les rires avaient nettement diminué. La caisse de bière était probablement vide. On n'entendait plus que le bruit du journal télévisé et la voix de Julien. Une certaine gêne perçait dans sa voix. Il lançait des blagues forcées, mais personne ne les relevait. Les estomacs de 15 hommes commençaient à gargouiller. Ils étaient arrivés à 19h le ventre vide, attendant un repas spécial.
Il était maintenant 20 heures. Tout ce qu'ils avaient bu, c'était du thé et de la bière. Comme prévu, Julien n'a plus tenu en place. Il a entrouvert la porte de la cuisine et a passé la tête. Sa voix était un murmure, mais pleine d'agacement. « Ça prend autant de temps? C'est bientôt prêt? Tout le monde attend. »« C'est presque prêt, » ai-je répondu calmement, en regardant l'eau bouillante. « Presque, c'est quand? Qu'est-ce que tu prépares, au juste? On dirait que tu prépares un banquet de mariage? » a-t-il lancé. « Sors d'ici. » J'ai dit que tout était prêt, et je dis sans même le regarder. Julien était en colère, mais il n'a pas osé crier. Il a claqué la porte. Je l'ai entendu dire fort en direction du salon. « Ça arrive. Ma femme est un peu méticuleuse avec son plat secret. Un peu de patience, s'il vous plaît. Pour manger de bonnes choses, il faut savoir attendre. » Le temps a continué de passer. 20:15, 20:30. L'atmosphère à l'extérieur s'est alourdie. On n'entendait plus de conversation, seulement le son de la télévision et des raclements de gorge occasionnels. J'ai entendu quelqu'un se lever et aller fumer sur le balcon. Le jeune employé enjoué de tout à l'heure, déjà un peu éméché, a demandé « Chef, pourquoi le dîner prend autant de temps ?» J'ai l'estomac dans les talons. Cette remarque a été la goutte d'eau. J'ai entendu le rire gêné de Julien. Ce garçon toujours à plaisanter. Les bonnes choses se font attendre. Mais lui non plus ne pouvait plus attendre. Il s'est de nouveau précipité dans la cuisine. Cette fois, il n'a pas juste passé la tête, il a poussé la porte et est entré. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-il crié, en essayant de baisser la voix. « Il est 20:45. Tu ne vois pas la tête de monsieur le vice-président? Tu veux que je me fasse virer ?» Il a regardé la cuisine propre. Pas d'odeur de viande grillée, pas d'odeur de poisson frit. Seulement une odeur de vapeur d'eau. Il m'a vu en train de couper les saucisses. Et il a vu la marmite qui bouillonnait. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Le visage de Julien a commencé à pâlir. « Pourquoi tu fais bouillir de l'eau? Où sont la viande et le poisson? Où est la nourriture? Je suis en train de cuisiner, ai-je répondu en terminant de couper la dernière saucisse. « Cuisiner quoi? De l'eau bouillante ?» a-t-il presque hurlé. « Sors d'ici ?» Je l'ai regardé. Mon regard était glacial. C'est vraiment presque prêt. Mon calme a effrayé Julien. Il m'a regardé comme une étrangère. Il voulait insulter, casser des objets, mais il n'a pas pu. Il a senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a reculé en bégayant « Tu es folle !» Puis il s'est enfui de la cuisine, 20:45. L'air dans le salon était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. Un silence de mort. Le son de la télévision avait été baissé. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait régulièrement, comme un compte à rebours avant la catastrophe. J'ai entendu le bruit d'une chaise en plastique qui racle, et quelqu'un est encore sorti sur le balcon. D'autres tripotaient leur téléphone. Et enfin, j'ai entendu la voix que j'attendais. La voix du vice-président. Elle n'était pas forte, mais très claire et ferme. « Monsieur Julien, votre femme ne se sent peu. Être pas bien ce soir. Et si nous sortions manger quelque chose de simple entre nous? Il est presque 21h. » Il a regardé sa montre. Sa patience était à bout. Cette phrase était une condamnation à mort pour Julien. J'ai entendu Julien bégayer, terrifié. « Non, monsieur le vice-président. Juste un instant. Juste un tout petit instant de plus. Je vais vérifier. Je suis sûre que c'est presque prêt. » J'ai entendu les pas de Julien. Il ne marchait pas, il courait. Il a déboulé dans la cuisine, a poussé la porte si fort qu'elle a heurté le mur avec un grand bruit. « Sophie !» a-t-il crié. Cette fois, il n'a pas baissé la voix. Il a attrapé mes 2 épaules et m'a secoué violemment. « Tu es folle? Tu as décidé de me tuer? Tu veux voir toute notre famille mourir de faim? Où est la nourriture? Où est ma nourriture? » Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. Il ressemblait à une bête traquée. J'ai repoussé ses mains sans un mot. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'y avait aucune peur dans mon regard. Dans 15 minutes, ma voix était aussi froide que de la glace. Va dire aux gens de mettre la table. Julien était abasourdi. Il m'a regardé. Mettre la table dans 15 minutes. Dans son état de panique extrême, mes mots ont dû lui sembler une bouée de sauvetage. Il a dû penser que je préparais une fondue ou un plat instantané du genre. Le visage de Julien est passé du rouge de la colère au blanc de l'espoir. Vraiment? Va leur dire de préparer les assiettes et les couverts.
D'accord, d'accord. 15 minutes. Si tu mens, je te tue, a marmonné Julien avant de faire demi-tour et de courir vers le salon. Je l'ai entendu crier de joie. Ah, tout le monde! Le repas arrive bientôt. Monsieur le vice-président, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Ma femme préparait un plat très spécial. Aidez-moi tous à mettre la table, s'il vous plaît. J'ai entendu le bruit des tables et des chaises qui bougeaient. L'atmosphère pesante a disparu, remplacée par une agitation pleine d'espoir. Après 2 heures d'attente ennuyeuse, les subordonnés de Julien devaient croire qu'ils allaient enfin avoir un festin. Julien y croyait vraiment. Il donnait joyeusement des ordres. « Martin, déplace cette table au centre. Bernard, sors d'autres bières. Monsieur le vice-président, encore un petit instant, s'il vous plaît. » Le silence est revenu dans la cuisine. Mes 15 minutes avaient commencé. Je n'étais ni paniquée, ni pressée. Je suis retournée dans la cuisine et j'ai sorti les 15 paquets de nouilles. J'ai ouvert les sachets calmement. J'ai sorti 15 beaux bols en porcelaine, ceux que je gardais au fond du placard pour les grandes occasions. J'ai mis les nouilles et la poudre de soupe dans les bols. J'ai réparti équitablement les saucisses bas de gamme que j'avais coupées en fines rondelles dans les 15 bols. J'ai coupé la ciboule que j'avais lavée et je l'ai saupoudrée dessus. Tout était prêt. J'ai regardé la marmite d'eau bouillante. C'était le moment. Avec une louche, j'ai versé l'eau bouillante dans les 15 bols avec précaution. Immédiatement, une odeur familière s'est répandue. Ce n'était pas l'odeur d'un poulet aux herbes, ni celle d'un poisson mijoté à la sauce soja, ni l'odeur aigre-douce du bœuf bourguignon. C'était l'odeur intense et piquante des exhausteurs de goût, des arômes artificiels et de l'huile pimentée. L'odeur des nouilles instantanées. L'odeur des nouilles a dépassé la cuisine pour se répandre dans le salon, où 15 hommes mettaient la table avec excitation. L'agitation à l'extérieur s'est arrêtée un instant. Ils avaient dû sentir l'odeur. J'ai entendu la voix perplexe de Julien. « C'est quoi cette odeur ?» Un jeune employé a dit « On dirait une odeur de nouilles instantanées. » Julien a répliqué sèchement « N'importe quoi. Des nouilles instantanées ? Ma femme a dû utiliser une épice spéciale. » Je n'y ai pas prêté attention. J'ai couvert les 15 bols. 3 minutes. Il fallait exactement 3 minutes pour que les nouilles cuisent. Pendant ces 3 minutes, je suis restée adossée au mur de la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Exactement 3 minutes plus tard, j'ai soulevé les couvercles. Une vapeur abondante s'est élevée. Les nouilles jaunes, le rouge des saucisses, le vert de la ciboule, l'ensemble était plutôt présentable. J'ai pris le plus grand plateau et j'y ai posé 5 bols de nouilles. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la porte de la cuisine et je suis sortie avec le plateau de nouilles. Le salon était déjà prêt. Les 2 tables en inox étaient au centre, et 15 hommes se tenaient debout, avec les assiettes et les couverts que Julien leur avait distribués. Tous les regards se sont tournés vers moi et le plateau dans mes mains. Julien était à côté du vice-président, en pleine flatterie. En me voyant sortir avec la nourriture, son visage s'est illuminé. « Voilà, ça arrive enfin, monsieur le vice-président !» Mais son sourire s'est figé en voyant la nourriture sur le plateau. 5 bols en porcelaine blanche. 5 bols de nouilles instantanées piquantes fumantes. Je me suis approchée calmement et j'ai posé les 5 bols de nouilles devant le vice-président et les autres directeurs. L'air dans la pièce s'est glacé. Personne n'a dit un mot. Les 15 hommes, y compris le haut dirigeant, regardaient fixement les bols de nouilles. Julien avait la bouche grande ouverte. Il m'a regardé, a regardé les bols de nouilles, puis m'a regardé à nouveau, comme s'il pensait avoir une hallucination. « Sophie, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il bégayé. Je n'ai pas répondu. Je suis retournée dans la cuisine et je suis revenue avec le 2e plateau, 5 bols de nouilles. Je les ai posés sur la table. Je suis retournée dans la cuisine et je suis revenue avec le dernier plateau. J'ai posé les 5 derniers bols de nouilles. 15 bols de nouilles étaient alignés sur les 2 tables en inox. C'était un spectacle. J'ai reculé d'un pas et je me suis redressée. J'ai balayé du regard les 15 invités. Tous avaient une expression de stupeur et d'incrédulité. Finalement, j'ai regardé Julien. Son visage était exactement comme je l'avais imaginé, blanc comme un linge. Il avait du mal à tenir debout et s'agrippait à l'accoudoir du canapé. Ses lèvres tremblaient. Il me regardait comme un monstre. J'ai ouvert la bouche. Ma voix a résonné clairement dans le silence absolu de la pièce. « Monsieur le vice-président, et vous tous, servez-vous »
Je suis désolée de vous avoir fait attendre. J'ai fait une pause, puis j'ai articulé chaque mot avec force. Tout est fait maison. J'y ai mis tout mon cœur. Mon mari, le chef de projet Julien, m'a dit que pour recevoir des invités de marque, le plus important n'est pas la viande ou le poisson cher, mais le cœur qu'on y met. Mes paroles ont été comme un coup de marteau dans l'air déjà glacial de la pièce. Le cœur est le plus important. Pas besoin de viande ou de poisson cher. Les muscles du visage de Julien ont eu un spasme. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si quelqu'un l'étranglait. Son costume soigné et sa cravate bordeaux brillante semblaient terriblement ridicules sur son corps tremblant. Les 14 autres invités, des jeunes employés aux autres directeurs, étaient tous figés. Les assiettes et les couverts qu'ils tenaient à la main étaient suspendus en l'air. Certains se regardaient, d'autres baissaient rapidement la tête. D'autres encore fixaient leur bol de nouilles avec une expression incrédule. Leur tête devait être remplie de la question « C'est une blague ?» Un silence de mort s'est ensuivi. La seule personne qui gardait son sang-froid était le vice-président. Il n'était ni surpris, ni choqué. J'avais vu son front se plisser légèrement quand il avait vu la mise en place. Il m'a regardé d'un œil profond et scrutateur. Puis, très lentement, il a baissé les yeux vers son bol de nouilles. Il a regardé les nouilles jaunes, les morceaux de saucisse d'un rouge pâle, les brins de ciboule verte. Il n'a pas pris ses couverts. Il ne s'est pas mis en colère. Il est juste resté assis, le dos droit, les mains posées sagement sur ses genoux. Son expression était glaciale. C'est son terrible silence qui a achevé Julien. La sueur perlait sur son corps. Il a dégluti avec difficulté. « Monsieur le vice-président. » Julien a essayé désespérément de trouver une excuse. « C'est ma femme qui... » « C'est une blague. »« Sophie, c'est une blague, n'est-ce pas? Où est le plat principal? »« Apporte le plat principal, vite !» a-t-il crié dans ma direction, d'un ton désespéré et suppliant. Je suis restée là où j'étais et j'ai répondu calmement. « Il n'y a pas de plat principal. C'est tout le dîner. Tu m'as donné 20 €. J'ai préparé une fête pour 15 personnes pour exactement 20 €. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé. 20 €. Des murmures ont immédiatement éclaté. Les collègues de Julien se sont regardés. 15 personnes. Maintenant, ils comprenaient tout. Le regard qu'ils portaient sur Julien est passé de la stupéfaction au mépris. Le visage de Julien est passé du blanc au rouge de l'humiliation. J'avais arraché son masque de vanité devant son patron et tous ses employés. « Toi, tais-toi !» a-t-il grogné. Mais il était trop tard. Le vice-président a lentement relevé la tête. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé droit dans les yeux de Julien, qui tremblait. Sa voix était toujours basse et claire, mais froide comme l'eau glacée. « Monsieur Julien. » Julien a sursauté. « Oui, monsieur le vice-président. » Le vice-président a désigné le bol de nouilles devant lui. Je ne savais pas qu'il fallait 2 heures pour préparer des nouilles lyophilisées. Ce n'était pas une question. C'était un poignard. Un poignard qui transperçait le cœur de Julien. 2 heures. La pièce est redevenue silencieuse comme une tombe. Pendant 2 heures, ils avaient attendu, le ventre vide. Ils avaient écouté ses vantardises. Le plat secret, le repas spécial. Et ce qu'ils avaient reçu, c'était 15 bols de nouilles. Une vérité si cruelle. Julien n'a pas pu répondre. Il n'a fait que remuer les lèvres, transpirant à grosses gouttes. Le coup du vice-président était fatal. Il n'avait pas seulement révélé l'avarice de Julien, mais aussi sa stupidité et ses mensonges. Faire attendre 15 personnes pendant 2 heures pour préparer des nouilles instantanées. Ce n'était plus une question d'hospitalité. C'était un acte de mépris flagrant envers ses invités. Julien est resté planté là. Il ne pouvait trouver aucune excuse. Rejeter la faute sur sa femme? Ou dire que le couple avait comploté pour tromper les invités? Dans les 2 cas, la personne la plus honteuse dans cette pièce était Julien. Le vice-président n'a pas attendu la réponse de Julien. Il s'est levé lentement. Une aura d'autorité écrasante émanait de lui. Il a rajusté le col de sa chemise et a regardé Julien d'un œil froid et perçant. « Monsieur Julien, merci pour le dîner, mais je n'ai plus faim. » Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas détourné le regard. À un très bref instant, j'ai cru voir passer une lueur de compassion dans ses yeux, mais elle a vite disparu. Il m'a fait un très léger signe de tête, par pure formalité. Puis il s'est tourné vers Julien. Cette fois, ce n'était pas une question.
C'était la voix d'un supérieur qui rendait son verdict. Comment un homme qui ne sait pas gérer son propre foyer peut-il prétendre gérer un projet avec des centaines d'employés? Julien a bégayé. Monsieur le vice-président, ce n'est pas ça. Mais le vice-président l'a coupé. Sa voix est devenue encore plus dure. Comment un homme qui ne connaît pas les règles élémentaires de la politesse envers ses invités et qui ne sait pas respecter le temps des autres peut-il représenter l'image de l'entreprise et rencontrer nos partenaires, nos investisseurs? Chacune de ces paroles était un coup de marteau sur la carrière dont rêvait Julien. Le vice-président a prononcé ces derniers mots. Remettez-vous en question. L'entreprise n'a pas besoin de cadres qui parlent beaucoup mais n'agissent pas. Sur ces mots, le vice-président a fait demi-tour et s'est dirigé vers la porte. Monsieur le vice-président, au revoir, a supplié Julien en le suivant précipitamment. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît, écoutez mon explication. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Mais le vice-président ne s'est pas retourné. Il a ouvert la porte et est sorti. Les deux directeurs qui l'accompagnaient se sont immédiatement levés. Ils ont regardé Julien avec pitié. Sans un mot, se sont inclinés et ont suivi leur patron à la hâte. Il ne restait plus que les subordonnés de Julien. Ils étaient assis, ne sachant que faire, se regardant les uns les autres. Personne n'a touché à son bol de nouilles. Julien se tenait, hébété, devant la porte, regardant les silhouettes de ses supérieurs disparaître. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu son âme. C'est alors que le jeune employé le plus vif d'esprit s'est levé précipitamment. « Ah, madame a l'air fatiguée ce soir. Nous allons rentrer. Patron, madame, au revoir. » Comme s'ils attendaient ce signal, les autres se sont tous levés en même temps. « Oui, nous aussi, nous y allons. Au revoir, patron. » Ils sont sortis discrètement et rapidement. Personne n'a osé regarder Julien en face. Ils ont disparu rapidement, comme s'ils fuyaient un lieu contaminé par une épidémie. En moins de 3 minutes, le salon bruyant et bondé était vide. Il ne restait que moi, Julien, et sur la table, les 15 bols de nouilles qui refroidissaient. La soirée, réseau, du chef de projet Julien, était terminée. Littéralement, une catastrophe. La porte de l'appartement s'est refermée avec un claquement sec, et le bruit des pas du dernier invité a disparu au bout du couloir. Le silence dans la maison était effrayant. J'entendais la respiration de Julien. Il haletait bruyamment, comme une bête blessée. J'ai attendu en silence. Je savais que ce n'était que le début. La vraie tempête allait commencer maintenant. Julien s'est tourné lentement. Son visage, blanc de terreur, était maintenant rouge foncé, presque violet de colère. Ses yeux injectés de sang brûlaient de rage. Il m'a regardé comme s'il allait me dévorer. « Toi » a-t-il grogné. Ce n'était pas un son humain, mais le rugissement d'une bête sauvage. Il s'est précipité vers moi comme un fou. « Espèce de folle, qu'est-ce que tu as fait ?» Il a levé la main pour me gifler. Mais cette fois, je ne suis pas restée sans rien faire. Je m'y étais préparée. Au moment où il a levé la main, j'ai reculé d'un pas et j'ai esquivé sa gifle. Sa main a fendu l'air. « Tu oses esquiver ?» Julien a perdu encore plus la raison. Il s'est de nouveau jeté sur moi pour m'attraper les cheveux, mais j'ai été plus rapide. J'ai tourné autour de la table en inox pour m'enfuir. Les 15 bols de nouilles formaient une barrière entre nous. « Ne bouge pas, sale garce. Tu m'as ruiné. Tu as tout ruiné, ma carrière. Tu comprends ?» a hurlé Julien en balayant les bols de nouilles de la table avec sa main. Le bruit des bols en porcelaine qui se brisent, le bruit de la soupe de nouilles qui éclabousse partout, les nouilles jaunes éparpillées sur le sol. Il était comme un fou qui détruisait sa propre humiliation. « Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu étais jalouse de ma réussite? Tu ne voulais pas que j'aie une promotion, c'est ça ?» a-t-il crié en frappant la table du poing. Je me tenais de l'autre côté de la table, le regardant. Je n'avais plus peur. J'étais étrangement calme. J'ai regardé le désordre par terre et l'homme qui hurlait, et j'ai ouvert la bouche. Ma voix, au milieu de sa respiration haletante, a résonné clairement, sans le moindre tremblement. Ce que j'ai fait? J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Tu m'as donné 20 €. Avec ces 20 €, je suis allée au supermarché, j'ai acheté 15 paquets de nouilles pour 10, 50 €, 2 paquets de saucisses pour 6 € et une botte de ciboule pour 1 €. Total, 17, 50 €. Il me restait 2, 50 €. J'ai préparé exactement 15 bols de nouilles, j'ai mis des saucisses et de la ciboule. J'ai organisé une fête qui correspondait exactement à l'argent que tu m'as donné. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. J'ai relevé la tête et,
Le regardant comme pour le transpercer, j'ai posé la dernière question. « Julien, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ma question flottait dans la pièce remplie de l'odeur des nouilles et des débris de porcelaine. Julien est resté figé sur place. Sa colère s'est éteinte comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. Il m'a regardé, hébété, incapable de dire un mot. Il a réalisé à quel point ses accusations étaient illogiques. Il m'avait demandé d'organiser une fête à 20 €, et c'est exactement ce que j'avais fait. Toi. Il m'a pointé du doigt, les lèvres tremblantes. Tu l'as fait exprès. Tu savais à quel point c'était une occasion importante pour moi, tu l'as fait exprès pour me ruiner. C'est moi qui t'ai ruiné? J'ai eu un sourire froid et amer. Ou est-ce que tu t'es ruiné tout seul? Julien, regarde-toi un peu. Regarde ce que tu as fait de moi. Je ne pouvais plus me retenir. La colère, la fatigue, l'humiliation des 5 dernières années ont éclaté d'un coup. Pendant 5 ans, ai-je crié à m'en casser la voix? Pendant les 5 ans de notre mariage, pour qui tu m'as prise? Pour ta femme? Ou pour ton aide ménagère non rémunérée et infatigable? Toi, le grand chef de projet, tu rentres à la maison, tu t'affales sur le canapé pour regarder la télé. Mais moi aussi, je travaille 8 heures debout, et en rentrant, je dois m'enfermer dans la cuisine pour te faire à manger, nettoyer la maison, m'occuper de ton fils et m'inquiéter pour les médicaments de ta mère. Les vêtements que tu portes, qui les lave, la nourriture que tu manges, qui la prépare. Cette maison, qui la nettoie. Tu y as déjà pensé, ne serait-ce qu'une fois? Julien a reculé d'un pas devant ma colère. Il n'avait jamais dû me voir comme ça. C'est le travail d'une femme, a-t-il balbutié faiblement. Le travail d'une femme? J'ai ricané. Et le travail d'un homme, c'est quoi? Rentrer du travail, jeter 20 € à sa femme et lui ordonner de recevoir 15 invités? Demander à sa femme d'emprunter de l'argent à son ami pour sauver sa propre face? Tu as une conscience, au moins? Jay, tu n'as que ta foutue vanité. L'ai-je coupé? Tu veux que les autres te voient comme un homme riche et brillant, avec une belle femme, un fils intelligent et une belle maison. Mais la réalité, c'est quoi? Le crédit de cette maison, qui le paie chaque mois? Mon salaire de 1 500 € part directement pour le crédit de 2 000 €. Chaque mois, je m'endette de 500 €. Le vice-président n'a pas attendu la réponse de Julien. Il s'est levé lentement. Une aura d'autorité écrasante émanait de lui. Il a rajusté le col de sa chemise et a regardé Julien d'un œil froid et perçant. « Monsieur Julien, merci pour le dîner. Mais je n'ai plus faim. » J'ai pointé du doigt les nouilles et les débris de porcelaine par terre. « Tu veux entretenir ton réseau? Tu veux avoir une promotion en exploitant le travail et l'argent de ta femme? En m'écrasant pour t'élever? » Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de colère et de lucidité. « Tu ne m'as jamais respecté. À tes yeux, je valais moins que tes subordonnés. Tu étais si obséquieux avec tes supérieurs, mais en rentrant à la maison, tu m'écrasais. Tu pensais que je ne ressentais ni fatigue, ni honte, ni douleur. Tu te trompais. Si j'ai supporté, c'était pour Léo. Parce que je croyais bêtement qu'un jour, tu comprendrais. Mais je me trompais. Tu ne changeras jamais. Ta nature est égoïste, insensible. Tu es un lâche qui se cache derrière le masque de la respectabilité. » Julien était complètement figé. Il ne pouvait plus rien répliquer. Mes paroles étaient vraies, du début à la fin. La vérité qu'il avait soigneusement ignorée pendant 5 ans, j'ai regardé avec mépris et dégoût cet homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essuyé mes larmes. Ma voix était calme, claire et froide. J'ai assez supporté. Je ne peux plus vivre un jour de plus avec quelqu'un comme toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. 20:45. L'air dans le salon était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. Un silence de mort. Le son de la télévision avait été baissé. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait régulièrement, comme un compte à rebours avant la catastrophe. J'ai entendu le bruit d'une chaise en plastique qui racle, et quelqu'un est encore sorti sur le balcon. D'autres tripotaient leur téléphone. Les 2 mots ont résonné dans la pièce. Ce n'était pas une menace. C'était une notification. Julien a relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il avait être imaginé que j'allais crier et pleurer, mais il n'avait jamais imaginé ça. Quoi? Tu veux divorcer? Je vais préparer les papiers du divorce immédiatement. Je n'ai rien dit de plus. J'ai laissé Julien
figé au milieu du désastre qu'il avait créé, et je suis allée dans la chambre. J'ai claqué la porte. Je ne voulais plus voir son visage. Mes 5 dernières années de vie avaient été une erreur, et cette soirée des nouilles instantanées en était le point final. J'ai pointé du doigt les nouilles et les débris de porcelaine par terre. Tu veux entretenir ton réseau? Tu veux avoir une promotion en exploitant le travail et l'argent de ta femme? En m'écrasant pour t'élever? J'ai pris mon fils Léo et mes affaires, et je suis allée vivre chez Camille. Et j'ai dit à Julien que s'il ne signait pas, je l'attaquerais en justice. Que j'avais suffisamment de preuves de son irresponsabilité et de sa violence psychologique. Finalement, face à ma détermination et probablement à cause de l'énorme pression qu'il subissait au travail après cet incident, Julien a signé. Aujourd'hui, j'ai reçu du tribunal le jugement de divorce. J'étais officiellement libre. Je me tenais dans le petit studio que je venais de louer. Il était situé dans une ruelle étroite et ancienne, mais il était propre et ensoleillé. Et surtout, c'était un espace pour moi et mon fils. Léo jouait dans la petite cour devant la maison. Son rire était clair et pur. J'ai démissionné du supermarché. Ma chef m'a appelé plusieurs fois pour me dire que si je voulais revenir, la porte était toujours ouverte. Je la remerciais, mais je voulais un nouveau départ. Avec le peu d'argent qu'il me restait et un prêt de Camille, j'ai ouvert une petite sandwicherie à l'entrée de la ruelle. C'était une vie difficile. Je devais me lever à 4 heures du matin pour préparer les ingrédients, mais j'étais heureuse. J'étais la maîtresse de ma propre vie. Je gagnais peu, mais c'était le fruit de mon travail. Et avec cet argent, j'élevais mon fils avec fierté. Le soir, je n'avais plus à m'inquiéter des fêtes surprises. Je n'avais plus à nettoyer le champ de bataille de quelqu'un d'autre. J'apprenais à lire à Léo, et nous partagions un dîner simple mais chaleureux. Pour la première fois depuis très longtemps, je dormais profondément, sans cauchemar ni soucis. J'étais pauvre et seule, mais je pouvais être moi-même. Plus l'ombre de Julien, ni son aide ménagère non rémunérée. Un jour, Camille est venue me voir et a donné un paquet de gâteaux à Léo. Elle s'est assise à côté de moi et m'a regardé préparer des sandwichs en souriant. « Tu as l'air bien ces derniers temps. » J'ai souri en continuant à travailler. « Tu as meilleure mine, Sophie. Ta peau est plus belle. » Décidément, une femme doit se débarrasser d'un homme toxique pour s'épanouir. J'ai éclaté de rire. Camille a demandé « Au fait, tu as eu des nouvelles ?» Elle a baissé la voix, un air de jubilation sur le visage. De ce type, Julien, je veux dire, mon cœur s'est légèrement serré, par vieille habitude. Qu'est-ce qu'il est devenu? Une promotion? Loin de là, il a été rétrogradé, a dit Camille. Il paraît qu'après ce jour-là, le vice-président Dubois a ordonné une enquête sur tous les projets qu'il avait gérés. Ils ont découvert qu'il détournait du matériel et fermait les yeux sur des problèmes de sécurité. J'étais stupéfaite. Sa vanité et ses mensonges n'étaient pas seulement à la maison, mais aussi au travail. Alors maintenant, il a été rétrogradé au poste de simple technicien et a été muté sur un chantier paumé dans les Alpes. Un endroit où même le téléphone ne passe pas bien. Bien fait pour lui, cet ingrat. Je suis restée silencieuse. Je ne ressentais ni jubilation, ni pitié, juste un sentiment de soulagement. Enfin, tout était fini. Il avait payé le prix de ses actes, et moi j'avais trouvé mon propre chemin. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était chaud. Léo courait après un papillon. J'ai souri. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À bientôt dans une prochaine vidéo.